Pendant que nous étions, ma petite sœur et moi, à Montjavoux, nous pensions que nous étions les seuls juifs. J'ai découvert seulement ces dernières années qu'il y avait beaucoup d'autres juifs cachés dans le village. Il y avait environ 2000 personnes impliquées dans la clandestinité. Je n'aurais jamais cru que ces agriculteurs bourrus et durs à la tâche puissent risquer leur vie pour sauver des juifs. En fait, tout le village protégeait des juifs, mais aussi des jeunes Français réfractaires au STO et des parachutistes alliés, anglais et américains qu'il fallait exfiltrer. Il y avait un réseau de résistance bien organisé. Le secret a été maintenu jusqu'au bout. Personne n'a parlé. C'était une période étrange et pourtant c'était notre vie quotidienne. Nous l'avons vécue au nez et à la barbe des Allemands. Ainsi parle en 2018 Madame Monique Spiegel-Ehrlichmann qui a été protégée, élevée avec sa sœur par Madame Lambou dans sa maison rue d'Enfer. Madame Lambou a été reconnue juste parmi les nations en 2019. Oui, d'autres habitants de Montjavoux ont caché des enfants juifs pendant l'occupation de 1940 à 1944. Montjavoux est un village situé à 70 km au nord-ouest de Paris, aux portes de la Normandie. C'est la route vers l'Angleterre. Montjavoux, le mont Jupiter, est un des seuls villages construits en haut d'une butte dans le Vexin, et donc son clocher est un formidable poste d'observation pour la défense aérienne. Alors, les Allemands s'y installent pour surveiller les déplacements de l'aviation militaire alliée, des Anglais, puis des Américains. Comment se fait-il que ce petit village de 400 habitants, malgré la propagande de Vichy, ait pu s'engager avec une telle efficacité dans des actes de résistance et de solidarité, alors qu'une troupe de 8 Allemands était présente pendant toute la guerre? Il est tout à fait remarquable qu'il n'y ait eu aucune dénonciation. Est-ce en raison d'une tradition d'accueil? À Montjavoux, depuis le XVIe siècle, une communauté protestante est installée et a construit un temple en 1850. Le pasteur Loriot crée les premières colonies de vacances en 1881 avec l'œuvre des 3 semaines. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, son fils Robert Loriot et sa famille accueillent les enfants de réfugiés venant de toute l'Europe à la Clé des Champs, sur le bourg et sur le hameau de Valécourt. Ils sauveront 15 enfants juifs. D'autre part, à la belle saison pour le travail des champs, les agriculteurs embauchent des travailleurs saisonniers venus de Pologne, d'Italie et d'Espagne. La population double à ces périodes. Les cafés sont nombreux et très fréquentés. On s'y rencontre après la journée de travail, personne ne s'étonne des nouveaux arrivants étrangers, ni les adultes, ni les enfants à l'école. Pour les agriculteurs, c'est une nécessité économique, mais ils offriront des refuges pour les aviateurs, pour des jeunes réfractaires du STO et des adultes juifs. Et il y a l'exode, en mai et juin 40. Les Parisiens quittent leur ville avec leur famille pour s'installer durablement dans leur résidence secondaire. Montjavoux a donc l'habitude d'accueillir des populations étrangères. Mais c'est surtout grâce à 2 hommes que la résistance et la solidarité vont s'organiser efficacement. Ils vont montrer l'exemple et vont structurer la résistance active dans le village et alentour, au péril de leur vie. Qui sont-ils? Le maire, Pierre Gilloire, ancien officier de la guerre de 14-18, et le secrétaire de mairie, Marcel Dumont, qui est aussi l'instituteur du village, depuis 1921. Le papa de M. Dumont, c'était un vrai résistant aussi, très important dans la commune de Montjavoux. Très, très, très important. Il a, je pense, beaucoup aidé à sauver certainement des vies à Montjavoux. Il ne s'est jamais vanté, mais c'était quelqu'un de vraiment très résistant. Il a soutenu énormément les enfants de Montjavoux. Et puis, qu'on n'aurait jamais su, c'était Piocel. Ah oui. Oui, aussi. Oui. Oui, on l'aurait jamais dit avec Je le connais ça, service d'après. il y a des gens à Montjavoux qui se sont vraiment investis dans la résistance. Il y avait M. Delattre aussi. Son Lui, père, c'était aussi Pierre. un résistant avec M. Dumont. Ils s'entendent bien car tous 2 partagent les mêmes valeurs de patriotisme et de sens du service public. Ils ont la complicité de Pascal-Georges Hamon, revenu au village après l'école normale, seconder son ancien maître Marcel Dumont, à la fois comme instituteur et comme secrétaire de mairie adjoint.
Dès le 7 et 8 juin 1940, la ville de Gisors, à 7 km du village, est bombardée par l'aviation anglaise pour barrer les voies ferroviaires à l'armée allemande vers la Normandie et l'Angleterre. Le centre-ville est en grande partie détruit. Après la drôle de guerre, c'est l'irruption de la destruction massive. Pierre Gilloire et Marcel Dumont continuent à travailler comme si de rien n'était, mais parallèlement, ils ont leurs activités souterraines et leur modeste devise est « agir et se taire ». Quelles sont leurs réelles activités ? Monsieur Gilloire s'est réservé l'aspect strictement militaire, gestion de dépôts d'armes, dont l'un très important dans les bois de Trie, l'observation du mouvement des avions, le ravitaillement des réseaux avec l'aide d'agriculteurs du pays et la surveillance de la base de V1 à 10 km de Montjavoux, à Nu-Cours, à partir de 1943. Les deux hommes participent ensemble à 3 autres activités. Le sauvetage des enfants juifs cachés sur la commune, la récupération et l'exfiltration des aviateurs alliés tombés à proximité et la distribution de faux papiers. Pour les faux papiers, le secrétaire de mairie fournit les cartes d'identité vierges et pour les faux cachets préfectoraux, il fait appel au service d'un couple de protestants qui fréquentent le temple de Montjavoux, Madame et Monsieur Pierson, à Gisors. Ils ont mis au point une méthode artisanale avec l'aide d'un imprimeur local. Ils utilisent un calque et de la gélatine pour reproduire les cachets préfectoraux. Ces papiers ainsi que les fausses cartes de rationnement sont destinés aux réfugiés adultes et enfants juifs, aux évadés et aux réfractaires du STO, service du travail obligatoire en Allemagne, qui sont logés dans les fermes des environs. Pour avoir distribué largement les faux papiers à qui en avait besoin, Marcel Dumont et Jean Pierson sont arrêtés. Heureusement, ils sont libérés sur l'intervention de M. Gilloire. L'erreur que Marcel Dumont avait faite, c'était d'utiliser pour ces papiers les identités de familles de la région de Verdun, dont les villages et les archives avaient été détruits pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont trouvé bizarre que tant de Montjoviciens viennent de Verdun. Les Allemands ont installé en 1943 une base d'assemblage de V1 dans les carrières de Nu-Cours à 10 km à l'est de Montjavoux. Les V1 étaient les premiers petits avions à réaction autopilotée bourrés d'explosifs lancés sur l'Angleterre. L'imposant tunnel de béton installé dans les anciennes carrières s'étirait sur 200 mètres. Il servait de gare de triage et recevait des wagons de pièces détachées venant d'Allemagne. Les terribles V1 étaient ensuite acheminés vers les rampes de lancement sur la côte normande. En 1943, 2500 personnes, en majorité des riverains réquisitionnés, y étaient employées. Cette base d'assemblage était l'un des 3 objectifs majeurs des alliés anglais et américains en France. Elle fut bombardée par l'aviation alliée. Seules 2 bombes seraient tombées sur le site, l'une à l'entrée, l'autre à la sortie du tunnel. Mais pour couper la voie ferroviaire de Magny-en-Vexin à Chars, reliée à la ligne Paris-Gisors-Dieppe, 80% des maisons du village ont été détruites, faisant 8 morts parmi la population locale. Malgré le double bombardement du 22 juin à midi et 19h, l'atelier d'assemblage souterrain de Nu-Cours a continué à tenir un rythme de production de 60 V1 par jour. Puis, devant l'avancée des Alliés, les Allemands quittèrent Nu-Cours en août 1944. Et ici, quand les Allemands sont partis d'ici, quand les Américains sont arrivés par rapport à Montjavoux sur le château de Dangu, ils sont arrivés par le château de Dangu, et quand ils ont vu ou entendu les bruits de canons, etc., qui existaient, ils ont fait sauter ici les tranchées. Donc il y avait un énorme trou ici, ils avaient mis de la dynamite et ils ont fait sauter tout l'ensemble. Quand l'explosion s'était passée, qu'il y avait encore l'excavation, il y avait toujours plein d'eau. Nous, les gosses, on allait jouer après qu'ils étaient partis, bien sûr, dans cette partie-là. C'est des anecdotes de l'époque. Lors de cette opération, plusieurs avions alliés ont été abattus par la défense allemande antiaérienne installée à Seran. Depuis le clocher de Montjavoux, les Allemands ont vu la chute d'un bombardier près de Montagny-en-Vexin. Ils ont immédiatement téléphoné aux hommes de garde qui ont aussitôt dépêché les motocyclistes sur le site du crash. On ne pouvait faire plus vite. Pourtant,
À leur arrivée, l'appareil était en feu et les hommes d'équipage avaient disparu. Les Allemands ont alors fouillé tout Montagny, menaçant même le maire René Rousselet de le prendre en otage. En fait, l'équipage de l'appareil américain s'était caché dans la ferme de Figicourt toute proche. Le fermier, Alfred Goré, n'a rien dit aux Allemands. De Figicourt, les aviateurs, avec la complicité de M. Dumont et du couple de fermiers, ont gagné le hameau du Bout du Bois par la forêt où le berger Vincent les a cachés dans sa maison. Juste en face, le château hébergeait un hôpital militaire allemand. Les aviateurs alliés qui arrivent à Montjavoux doivent attendre ceux qui sont chargés de leur exfiltration. Des familles d'accueil ont donc été prévues, dont les Dumont eux-mêmes. La présence sur place d'une Américaine résidente de Montjavoux leur sert d'interprète. Monsieur Hamon raconte : je me souviens avoir rencontré mon camarade d'école normale Henri Maigret venu sur sa moto pour emmener un aviateur vers la Bretagne. J'appris ainsi quelle était l'activité de monsieur Gilloire. Je l'ignorais. Activité qui lui vaudra une décoration anglaise à la fin du conflit. Non, on ne connaît pas les actions. C'était des gens discrets de toute façon, Ouais. attention. personne ne savait leur activité. Il n'a jamais prononcé qu'il avait fait de la résistance ou qu'il avait aidé les enfants de la Clé des Champs à cette époque-là. Un petit peu, nous, un petit peu, parce que Oui. beaucoup plus que les amis, mais sans se mettre jamais en avant. Hein. Parce que ça, c'est là, dans la résistance de Chaumont, il a eu beaucoup d'implication et de responsabilité. La suite de la filière, on la devine. Chalutiers bretons, puis sous-marins. Certains aviateurs sont revenus après la guerre remercier leurs sauveurs. La grande rafle du Veldiv, vélodrome d'hiver à Paris, antichambre des camps de Drancy puis d'Auschwitz, qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942, précipite les Juifs avec leurs familles dans la clandestinité pour ne pas être déportés et exterminés. En novembre 1942, devant l'amplification des rafles, la mère de Mme Renée Samuel, qui a témoigné, a demandé l'aide du pasteur de l'église réformée de Belleville, qu'il a adressé au pasteur Robert Loriot. À l'époque, la Clé des Champs à Montjavoux s'était déjà transformée en institution d'accueil permanent des enfants réfugiés. René Samuel arrive à Montjavoux à la fin de 1942 avec son frère, sa sœur et sa cousine, escorté par la directrice de la Clé, Mme Jacquet, qui a son truc pour franchir les contrôles, porter un voile de religieuse. Mme Samuel témoignera que 15 enfants juifs étaient cachés à la Clé des Champs. On donne de strictes consignes de discrétion aux enfants, mais il a bien fallu mettre les responsables communaux au courant pour pouvoir inscrire les enfants à l'école et les faire bénéficier de distributions rationnées. C'est donc Marcel Dumont qui se charge de modifier leur nom. Madame Samuel se souvient des bombardements alliés sur Neucourt, alors que les enfants passaient l'été à la Sapinière à Valécourt. On descendait tous dans une grotte, et là je faisais chanter les plus petits pour chasser la peur. Elle ajoute : je n'ai su que plus tard que mon père avait travaillé dans une ferme à Beaugrenier à la même période. Dans les années 90, M. Hamon, l'ancien instituteur, rencontre à Montjavoux un homme venu d'Israël en pèlerinage avec ses 2 grands-fils pour leur montrer le village où on lui avait sauvé la vie. Il s'appelait Bérécy et était caché à la Clé des Champs pendant la guerre avec sa sœur. Une autre personne a été citée par plusieurs témoins comme accueillant des enfants juifs, Madame Poty. Elle était protestante et famille d'accueil dans une maison à l'angle de la rue du Pasteur Loriot et de la Grand-Rue. Elle accueille pendant la guerre 2 enfants juifs, Annick et Hélène Hayard, qui sont restés chez elle presque 1 an. Les 2 filles sont ensuite parties avec leur père pour l'Argentine, mais sont toujours restées en contact avec Madame Poty. La commandante Tour était située dans cette même rue du Pasteur Loriot, 2 maisons plus bas, en face de la Clé des Champs, de sorte que, quand les Allemands allaient à leur poste de guet au sommet du clocher, ils passaient devant toutes les maisons où étaient hébergés les enfants juifs. Monique Spiegel raconte : nous sommes enfin arrivés à Montjavoux, ma sœur Micheline et moi, et nous avons fait connaissance de Madame Lambout, que nous appellerons désormais ma tante, de son chiot Toutoun et de sa chatte Moumoun, qui sont devenus tous 2 d'une grande importance pour moi. Ils ont littéralement sauvé ma santé mentale.
Ils se sont montrés d'une grande affection et d'une compagnie fidèle. Ils étaient mes seuls amis. Ils étaient les seuls êtres qui m'ont vu pleurer. Ils ne me quittaient pas d'une semelle. Ma tante nous a offert des rafraîchissements et nous a parlé très gentiment. Tati Suzanne et maman ont dû repartir à la Varenne. Nous avions le cœur brisé. Nous nous sommes embrassés et dit au revoir, ne sachant pas si nous allions nous revoir un jour. Nous n'avons pas revu nos parents, maman pendant 9 mois et papa pendant 1 an et demi. Nous sommes restés à Montjavoux jusqu'en septembre 1944. Aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai un souvenir très positif de mon expérience à Montjavoux. Ma tante était en fait un atout merveilleux dans ma vie. Elle était infirmière et sage-femme. Elle avait pratiquement accouché tous les bébés du village. Elle avait une vie riche, variée et colorée malgré les grandes épreuves. Elle m'a traité d'égal à égal, comme une adulte. Elle a partagé les expériences de sa vie très ouvertement, sur le sexe, le mariage, la cruauté du monde, les abus subis par les femmes, très ouvertement. Des sujets que mes parents n'avaient jamais abordés. Elle m'a transmis des connaissances inestimables, qui m'ont aidé tout au long de ma vie. Pendant l'occupation, les aînés qui étaient dans le secret évitaient soigneusement d'en parler aux plus jeunes. Par une sorte d'accord tacite, toute la population a joué le jeu de la discrétion absolue. Il aurait suffi qu'un seul habitant de la commune dénonce les agissements de la résistance pour provoquer des dégâts considérables, des déportations, des exécutions, de nombreux morts. Nous voulons rendre hommage à monsieur l'instituteur Marcel Dumont, monsieur le maire Pierre Gilloire, au pasteur Robert Loriot, leur famille, à monsieur Hamon et à tous les Montjoviciens et villageois alentours engagés qui ne pensaient qu'à faire leur métier d'humain, tout simplement, et qui n'ont jamais tiré gloire de leurs actions passées, de résistance et de solidarité, qui ont sauvé de nombreuses vies au mépris de la leur.